Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission un peu particulière puisque ce ne sera pas une émission individuelle comme d'habitude. Cette fois, c'est le démarrage d'un nouveau projet qui a été pensé il y a quelques mois avec un invité que j'ai reçu durant l'été 2025 et qui s'appelle Isidore. Il est un des derniers puisatiers de France et donc d'un commun accord, presque comme si le destin nous liait et nous avait amené à nous rencontrer. Nous avons décidé ensemble de faire un projet de série d'émissions que j'ai intitulé Isidore le Puisatier. Et donc, dans cette série d'émissions que vous allez retrouver chaque semaine, essentiellement le mercredi soir, eh bien, vous allez pouvoir justement comprendre les origines des puits, des puisatiers, des sourciers dans notre beau pays qu'est la France depuis un demi-siècle, voire un siècle. Et donc, grâce à Isidore, il va nous transmettre toutes ces connaissances acquises ces dernières décennies, donc presque un demi-siècle de connaissances. Et donc, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je partage avec lui et avec vous, cher public, eh bien, ces connaissances pour les générations futures, sachant que l'eau, c'est peut-être notre plus grande richesse dans la vie de tous les jours et même dans la vie en général. Alors merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne, sachant qu'aujourd'hui c'est le premier épisode de la série Isidore le Puisatier. Et donc derrière moi, des ouvrages vont nous accompagner, notamment de Didier Reynac, Le Réveil a sonné, La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, à côté de La coupe est pleine de Sylvie Simon et Claire Sévrac. Nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. En dessous, Crime alimentaire organisé de Claire Sévrac, Leur poison vous entraîne à la mort, avec Climate Terror de Salim Laibi. À ma droite, La forteresse agricole de Gilles Luneau sur l'histoire de la FNSEA. Le ministère des bras cassés de Barque Paillet. Révolte de Sylvain Baron. Ensuite, Gouverné par le chaos de Lucien Cerise. Et pour finir, Complot mondial contre la santé de Claire Sévrac. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Isidore, ni même avec le monde des puisatiers, étant totalement amateur et j'allais dire novice dans ce domaine-là, grâce à ces émissions. Et donc, je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je parle en mon nom propre, intellectuellement et financièrement. Autrement dit, je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Donc, merci d'être présent pour cette série d'émissions, pour ce premier épisode d'Isidore le Puisatier. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Isidore. Et bonsoir. Et à tous. Parce que j'ai eu quand même 47 personnes qui m'ont contacté suite à Merci l'émission. beaucoup. Merci beaucoup Isidore d'avoir répondu présent à la fois pour cette émission et à la fois pour ce projet, j'allais dire ambitieux et original à la fois, puisque c'est une série d'émissions. Dieu sait seul quand est-ce que ça va se terminer, puisqu'on est bien parti pour toute une série de plusieurs, peut-être dizaines d'émissions, on n'en sait rien. En tout Oui. cas, je vais être très honnête avec vous, comme je l'ai été par téléphone et avec le public ce soir. Je me suis dit, vous avez 88 ans, vous avez la pêche, vous avez la forme, vous paraissez 10 à 15 ans de moins, mais la vie est tellement imprévisible et depuis ces dernières années, on s'est aperçu que tout pouvait arriver, peut-être encore plus que d'habitude, et je ne voulais pas que vous nous quittiez sans nous avoir légué le trésor qu'est votre connaissance et votre encyclopédie intellectuelle. Donc, on a eu presque la même idée en même temps. C'est ça qui est assez intéressant parce que vous me proposiez des séries d'émissions avec une forme de foire aux questions à chaque émission. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire le contraire, c'est-à-dire nous transmettre déjà ce que vous savez. Comme ça, nous, un petit peu comme un cours d'université en accéléré, eh bien, on aurait les connaissances
J'invite les auditeurs à prendre des notes. Votre mail sera accessible à chaque émission. Il y a même votre numéro de téléphone sur le site internet. Tout sera en lien. Donc, à chaque émission diffusée, eh bien, vous aurez des retours, j'allais dire des SAV, ou en tout cas comme ils disent chez les technocrates, des feedbacks, des retours d'expérience, comme on dit. Et voilà, en tout cas, je vous laisse la parole déjà pour que vous représentiez à nouveau vos liens d'intérêt potentiels. Je vous le demanderai à chaque épisode parce que c'est la tradition désormais dans cette émission, mais surtout, vous nous direz ensuite le bilan que vous a apporté cette première émission qui a été diffusée le 8 août 2025 à 19h. Je vous en prie. Pour moi, c'est le début du commencement de la prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience extraordinaire. Par contre, on n'est pas préparé à cette prise de conscience. Pourquoi? Parce que il y a malheureusement, enfin, et heureusement, l'eau de la ville, bien sûr. Mais pourquoi l'eau de la ville? Parce que dans les années 50, quand les châteaux d'eau sont arrivés, eh bien, ça a été le début des 30 glorieuses. On a pensé que le monde était à nous et qu'on pouvait tout faire sans danger. Et actuellement, on se rend compte, avec désespoir, avec même au-delà du désespoir, c'est-à-dire effrayé, qu'on a été trop loin et maintenant on tente de revenir en arrière. Bon, moi, c'est les puits. Je suis un petit peu comme Obélix tombé dedans. Je suis bien sûr, je suis ressorti. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut transmettre. Alors, je ne suis pas un transmetteur. J'essaie de faire ce que je peux. Je ne suis pas quelqu'un de très lettré, très instruit et très cultivé. Mais enfin, au point de vue QI, bah, ça fait 60 ans que j'étudie la question. Alors, je commence à m'y connaître quand même un peu. Et j'ai travaillé dans le monde entier. Amérique du Sud, en Afrique, Madagascar, en Thaïlande. Enfin, bon. Et on s'aperçoit que tous les puits, ils sont bâtis tous sur le même principe. Voilà. Bon. Alors, le problème, c'est que dans les années 50, pour aider les gens, bien sûr, pour qu'ils puissent avoir un confort, on a inventé des châteaux d'eau, et les châteaux d'eau ont distribué toute l'eau dans les robinets des maisons, ce qui fait que il y a eu un sacré confort au départ. On ne se rend pas compte. Avant, il fallait se lever à 5 heures du matin pour faire chauffer l'eau pour dégeler la pompe. Bon, mais ça a été un bon confort. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que en 100 ans, on est passé de 1 milliard d'individus à près de 8 milliards d'individus. En 100 ans. On ne se rend pas compte. Ce qui fait qu'il a fallu avoir de l'eau partout. Mais les puits, comme ils ne suffisaient pas à l'époque, eh bien, on a, autrefois, tous les puits étaient toujours créés dans les nappes, pas dans les nappes phréatiques, comme le croit 99% de la population. La population croit que on fait un trou et puis on a de l'eau. Non, bien sûr qu'on a de l'eau, évidemment, mais c'est de l'eau qui est encore plus pourrie que l'eau de la ville. Bon, alors, ce que donc on a depuis la nuit des temps, c'est peut-être un des premiers métiers du monde, parce qu'on ne vit pas quand même plus de 70 heures sans boire. Donc, on avait intérêt à trouver de l'eau, et pas n'importe quelle eau, de la bonne, tant qu'à faire. Donc, tous les puits qui ont été créés ont tous, à 98%, pour pas dire 100%, ont eu de la bonne eau. Bon. Et ce qui fait que ça a permis à l'humanité du départ. Sous Louis XIV, on était 20 millions d'habitants. On n'était pas très nombreux. Enfin, je dis ça approximativement. Bon, eh bien, l'Europe, c'était pareil. L'Europe, on n'était pas très nombreux. Donc, tous les puits qui ont été créés existent encore. Le plus beau, c'est qu'ils existent encore.
dans tous les villages, vous avez une fontaine en plein milieu du village. Après, quand on a fait la fontaine, on a bâti l'église, et après, on a bâti le centre de l'église, et ainsi de suite. Bon, mais donc les puits existent depuis très longtemps, et ils n'ont pas été créés n'importe où. Bon. Alors, quand les châteaux d'eau ont commencé à exister et que l'on a distribué les eaux, eh bien, on a abandonné instantanément. Tous les puisatiers, ils ont tous disparu. En quelques mois, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que l'adduction d'eau se faisait partout. Mais on payait l'eau. Bon, c'était pas très grave au départ. Et on pensait que ça allait durer comme ça éternellement. Et ce qui fait que tous les puisatiers ont disparu instantanément. Et moi, personnellement, par hasard, j'ai appris. On m'a donné un jour des baguettes pour la sorcellerie, et puis on m'a dit, allez petit, essaye. Alors, j'ai essayé comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas. Et ça a fonctionné. Et ensuite, j'ai été, à l'époque, pour les plus âgés, bien sûr, alors les jeunes, ils n'ont pas connu ça, mais à l'époque, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien du tout. Eh bien, on nous envoyait, étant gosse, chez les voisins qui avaient des vaches. Alors, on apprenait à traire les vaches. On nous apprenait à travailler un petit peu dans le monde rural. Voilà. Alors, et moi, je suis tombé avec des puisatiers. Et j'étais, va chercher ceci, va chercher cela. Et je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient. Bon. Et progressivement, au fil des années, ben, j'ai compris comment, le pourquoi du comment. Et c'est pas si simple. Parce que 99% des gens, même les foreurs, hein, attention, parce que il y a une ouverture qui s'est faite avec les foreurs, ce sont des créneaux. Il y en a qui sont tombés dans le créneau en disant on a un matériel pas possible, on va faire des trous, on aura de l'eau. Ah oui, ça pourrait de l'eau. Et la preuve, c'est que l'eau du robinet, elle vient des forages. Elle ne vient pas des puits. Quelques-uns. Bon, allez, bon, 2 ou 3% viennent des puits. Mais le reste, ça vient de l'eau de la nappe phréatique. Alors, j'ouvre une parenthèse sur la nappe phréatique. C'est quoi une nappe phréatique? Eh ben, c'est de l'eau de pluie qui tombe sur la terre, qui est absorbée, en principe, bien sûr, par la capacité d'absorption de la terre, et cette eau stagne plus ou moins, parce que malgré tout, il y a le problème de la pente, parce que tous les terrains, ils sont pas tous plats, et il y a des mouvements de nappe phréatique. Enfin bon, là on rentre dans le détail, c'est pas utile. Et donc, cette nappe phréatique, pour moi, maintenant, j'attends qu'on me dise tout à fait le contraire de ce que j'avance. Euh, c'est la nappe phréatique, c'est pour moi un bouillon de culture. Pourquoi? Parce que dans le sol, c'est quoi? C'est, on enterre tout. Autrefois, on enterrait les morts, les cimetières, bon, d'accord. Et ensuite, il y a les animaux qui mouraient. On enterrait les animaux, les chevaux, tout ça. Ça s'enterrait à la campagne un peu partout. Bon, après, il y a eu l'équarrissage, mais enfin, bon, ça a été comme ça. Donc, dans la terre, tout se transforme et tout se dégrade. Mais avec quoi? Avec des milliards et des milliards. Dans une motte de terre, il y a plus de bactéries que d'individus sur la planète. Alors, des bactéries, il y en a beaucoup dans la terre. Et alors, donc, cette terre imbibée d'eau, eh bien, l'eau devient un bouillon de culture. Parce que c'est, c'est comme un intestin humain. La comment dirais-je, l'eau de la nappe phréatique, c'est comme un intestin humain. C'est pour moi, je le dis comme ça. Il y a Bien sûr, peut-être je comprends. des endroits qui sont peut-être un petit peu plus
un petit peu moins mauvais. Mais enfin bon, enfin, c'est pas bon, de toute façon. Alors, on va me dire, oui, mais les veines. Ben, les veines, elles arrivent entre 150 et 170 000 ans, quand la mer s'est retirée, l'eau de la mer s'évapore et ça va à part des nuages sur la montagne. Il y a la glace, il y a les glaciers, il y a la grêle, il y a l'eau, enfin il y a de tout. Mais elle ne reste pas là depuis des milliers d'années. Cette eau éternellement qui arrive et qui repart, elle repart sur les montagnes, glisse sur les pentes et s'en vont soit sur le dessus de la terre, soit sur le dessous. Alors sur le dessus de la terre, c'est les grands fleuves, les grands lacs qui sont des exutoires, les lacs, hein, parce qu'ils reçoivent eux-mêmes de l'eau des pentes des montagnes. Bon, très bien. Alors, donc, ah, vous savez que je suis un peu perdu là. C'est pas grave. On était sur le bouillon de culture avec les Ah nappes oui, oui, phréatiques, c'est ça. l'intestin. Oui, donc toutes ces eaux vont vers le point le plus bas par la gravité. La gravité, ça existe. C'est-à-dire, il y a un amont et un aval. Donc l'eau prend une pente et s'en va. Tous les fleuves, ils vont passer, à part un fleuve qui est en Afrique qui se vide pas dans la mer, ni dans l'Atlantique, mais à part celui-là, les autres, ils se vident tous dans les mers ou dans les océans. Bon, eh bien, les veines, elles n'échappent pas à la règle. Les milliers comment dirais-je, les milliers de veines qui sont dans les terres, elles existent puisque les sourciers les détectent. Et même pire, c'est qu'on arrive à avoir des appareils électromagnétiques qui détectent aussi, peut-être mieux, mais enfin bon, que les êtres humains, les veines qui se déplacent. Bon, donc les veines existent. Et on faisait des puits dans les veines. Et toutes ces veines, elles ont une pente aussi vers les mers ou les océans, avec une certaine pente due à la gravité. Et ces veines, elles ont des dimensions. Et elles reposent sur des sédiments. Alors, alors ça c'est important ce que je vais vous dire. Parce que toutes les veines, elles ne nagent pas dans les nappes phréatiques. Elles reposent sur les sédiments qui datent de 15 000 ans environ, avec une certaine pente, au fur et à mesure que la mer s'est retirée et que la terre est montée, parce qu'il y a des plaques tectoniques, et ainsi de suite. Donc, cette pente, il repose, c'est sur cette pente que reposent toutes les veines. Et il y en a des milliers, parce que l'eau souterraine représente 80%. C'est énorme. Mais les gens, comme ils ne le voient pas, un peu comme Saint Thomas, si on ne voit pas, on ne croit pas. Mais pourtant, elles existent. Et tous les puisatiers de l'époque les faisaient détecter par des sourciers qui ils détectaient la veine, ils détectaient les dimensions de la veine, c'est-à-dire les largeurs, et ils détectent approximativement aussi les débits. Et là-dessus, le pusatier venait, descendait au milieu et au centre d'une veine, un peu comme une infirmière ou un infirmier qui fait une prise de sang. Quand ils font des prises de sang, ils ne font pas au-dessus, au-dessous, C'est ça. à droite ou à gauche de la veine. Ils C'est le ce que je font me posais dans comme la veine. question. Parce qu'on en parlait dans la première émission, justement, quand vous parlez de la veine avec le sourcier, etc., on s'interroge notamment sur qu'est-ce qu'une veine dans le monde du puisatier et du sourcier, parce qu'on fait souvent la référence à nos veines, à nous, dans le corps humain. Est-ce que c'est du même acabit ou est-ce que c'est juste un terme technique complémentaire? Comment ça se matérialise, j'allais dire, sur le terrain? Une veine, alors je vais essayer de l'expliquer De manière pédagogique. sans faire de dessin. Une veine, c'est une colonne
très longue de sable. Et ce sable, c'est un peu comme les sables, je sais pas, des gaves. Bon, quand on voit un gave, eh bien, l'eau, on voit l'eau qui est au-dessus de la terre, bien sûr. Et à l'intérieur de ce gave, il y a plusieurs sortes de sables. Ce sont des sables à quartz. Il y a même des galets et même des roches. Mais dans la terre, il y a un peu de ça. Mais la plupart, c'est des sables qui se sont formés il y a des milliers d'années et qui sont devenus, au départ, c'était des ruisseaux. C'est là où D'accord. l'eau ruisselle. Ah oui, d'accord. Un Et, ruisseau, et c'est... parce que un gave, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je connais Charles Gave, mais je ne savais pas que gave signifie quelque chose. C'est une forme de torrent, c'est ça? C'est ça, oui, bien sûr. D'accord, Il y a le très bien. gave de Pau qui est très connu. Oui, Bon, c'est torrent pyrénéen, ils évoquent sur. c'est ça. Alors, D'accord, et ça descend des montagnes. Et les veines, c'est pareil, mais elles ont été recouvertes au fur et à mesure des milliers d'années par les forêts primaires. Et toutes ces forêts primaires, au fur et à mesure du temps, ont recouvert de différentes strates ces veines qui ont été enfermées, qui reposaient sur du sédiment et qui ont été enfermées au fil du temps et des années par différentes couches. Et ces couches, on appelle ça en géologie des strates. Voilà. Alors, donc, il faut retrouver ces veines qui, qui envoient pourquoi une veine? C'est de l'eau, de H2O, bien sûr. C'est des molécules qui, qui percutent des particules de sable. Eh bien, et ça en physique, on connaît ces phénomènes, bien sûr. C'est mesurable, bien sûr. Alors, donc, ces milliers comment dirais-je, de gouttes d'eau, enfin, cette eau, circule dans le sable, mais elle ne circule pas comme de l'eau sur un fossé ou dans un fleuve. L'eau qui est dans les veines circule et on appelle ça, il y a un mot spécial pour ça. Le, j'ai c'est perdu le pas, mot. vous retrouverez après. Alors, on fait une petite parenthèse, on fait une petite transition, Isidore. Donc déjà, merci pour cette pédagogie, parce qu'on va en avoir bien besoin dans les épisodes à venir, parce que le but, ce n'est pas seulement de vous donner la parole et que vous puissiez nous transmettre tout votre savoir, c'est aussi de réhabiliter et j'allais dire de redonner vie à une activité, j'allais dire quasi ancestrale, qui est en train de disparaître à petit feu. Si ça peut susciter des vocations, notamment chez les nouvelles générations, je considérerais à titre personnel que j'aurais réussi quelque chose et que j'aurais fait ma part du colibri. Cependant, au-delà de l'éducation populaire, de la pédagogie dont on va avoir besoin dans les prochaines émissions, dans les prochains épisodes, j'en profite au passage pour rappeler que vous m'avez envoyé en coulisses et en filigrane de cette émission des ouvrages que vous avez publiés, notamment certains que j'ai en version Word et que je transmettrai en PDF aux abonnés, que ce soit par mail, que ce soit par les groupes Facebook, Telegram et VK Nicolas Bouvier TV. Donc ce sera de l'accès gratuit. Voilà, là le premier épisode, c'est vraiment le moyen d'ouvrir l'entonnoir, mais cette fois par le bas. C'est-à-dire qu'on part un petit peu du cas particulier du puisatier et on va ouvrir et rendre ça accessible à tous avec un langage entre guillemets universel qui soit compris quel que soit le milieu social et l'âge. Ça, c'est un petit peu mon projet et mon ambition. Et je pense que c'est le vôtre aussi. Alors, simplement, je vais faire un partage d'écran, Isidore, et ensuite, je vais vous poser la question. Je vais remontrer donc ce qu'on a fait pour la première émission, qui était donc le 8 août 2025. Il y aura votre adresse mail donc, qui est aussi disponible en lien de la description, avec le site internet que je vais remontrer tout à l'heure. Depuis cette émission, que s'est-il passé? Quel retour avez-vous eu? Parce qu'apparemment, vous avez été
bombardé de messages et même d'appels, donc que ce soit les mails, et j'ai même des internautes qui m'ont contacté aussi en me disant: j'ai contacté Isidore, ce monsieur est extraordinaire, justement je voulais avoir des questions pour mon puits, etc. Donc je voudrais avoir votre retour, euh, j'allais dire avec le recul, un peu à froid maintenant, parce que vous-même, vous m'avez contacté dans les jours qui ont suivi, qui m'ont dit c'est incroyable, je passe presque 10 heures par jour à répondre aux messages parce que c'est impressionnant, je ne pensais pas que ça aurait autant d'effet. Donc je vous laisse nous faire un petit peu le bilan de tout ça jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors, par contre, je termine le mot que j'avais oublié tout à l'heure, c'est la transmissivité. Après, je Très vais bien. vous parler du reste. Ça, c'est sûr. Alors, alors, pourquoi? Parce que l'eau ne coule pas, elle se transmet. Elle se transmet de molécule à molécule à une certaine vitesse qui est due à la pente. C'est tout. Et c'est dans le. Alors, je termine pour la veine, que je parlais tout à l'heure. La veine a une forme. Elle a une forme de demi-lune, à peu près, et avec un certain débit. Et cette demi-lune comporte un sable spécial qui n'est pas le même qu'il y a autour de la veine. C'est pas du tout le même. Ce sont des sables à quartz. C'est, voilà, c'est des sables de roche qui arrivent des montagnes, ben, comme les cours d'eau qui drainent des galets. Mais bon, les galets, ils sont petits. Voilà. Et c'est dans cette veine qu'il y a une certaine forme. Et le puisatier, pour en terminer là, pour pas que Nicolas me tape dessus, parce que je vais continuer là-dessus, mais c'est là-dedans que le puisatier va s'arrêter sur la veine et ensuite, et à partir de là, il fera les ouvertures pour son puits, ainsi de suite. Alors, le, donc, oui, alors, mon idée, c'était de créer. euh, Alors attendez, avant de parler de votre idée, on va en parler juste oui, après, ah pardon, mais oui. déjà le bilan depuis l'émission du 8 août, parce que c'est la deuxième émission donc depuis le 8 août. Et donc, quels ont été les Oui, premiers retours après cette émission? alors, ça a été horrible. Enfin, horrible. Et tant mieux. Parce qu'on sent qu'on sent. Il y a longtemps que je ressens ça. Je ressens quand même que malgré tout, il va y avoir une prise de conscience. Mais il faut être prêt. Il va falloir se préparer parce que à côté de ça, il va y avoir une armée de margoulins qui vont vouloir faire des forages, bien sûr. Ah, les foreurs, c'est des forages. Ah, c'est pas de l'eau potable, puisqu'on potabilise l'eau des foreurs. Tandis que les puits, c'est pas la même chose. Les puits, on boit l'eau des puits. S'il y avait eu des puits de mauvais, quelque part, on l'aurait su. Parce que le chiffre des puits qui a été créé se chiffre par millions. C'est pas 2 ou 3 000, c'est des millions. Et ils existent encore. Bon, ils ont été bouchés, ils ont été abandonnés, ils ont été délaissés. Bon, il faudra, bien sûr, l'avenir, c'est de les remettre en route. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, on fait comment? Parce que, alors, il y a des jeunes, moins jeunes, et puis il y a des amateurs. Quand je regarde sur YouTube, je rencontre des films, mais je suis effrayé. Mais les gens qui essaient de nettoyer, comme ils y connaissent rien, ils ont de bonne volonté, c'est sûr. Ils sont pleins d'espoir, pleins d'allant. Ils feraient n'importe quoi pour réussir. En Mais fait, alors, ils sont remplis de sincérité, mais il leur manque la base. Et ah ben ils savent pas. Mais c'est ils pourquoi savent pas. justement, Isidore, nous avons été d'accord pour faire ce projet ensemble. C'est que pour éviter d'avoir des dérives, des margoulins, comme vous dites, des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui pensent plutôt aux intérêts financiers ou à une Ah, forme tout à fait. d'opportunisme, etc.
ce qui est important, c'est de bétonner par la base, c'est-à-dire C'est ça, déjà la connaissance. Et donc, c'est c'est pourquoi ça. quand je vous ai proposé ce projet d'émission et même de série, un peu comme à la télévision, en plusieurs épisodes, c'est surtout de se dire que, quoi qu'il arrive, demain, s'il devait se passer quelque chose, nous aurions des archives pour moi, là, l'émission que je fais aujourd'hui, je pense à dans 50 ans et dans 100 ans, etc. C'est-à-dire voir très loin, peut-être parfois trop loin, mais suffisamment pour que les prochaines générations qui, j'espère, C'est reprendront le ça. flambeau, même s'ils ne sont qu'une poignée, mais ce sera toujours une poignée qui pourra transmettre à son Ah, tout tour, à fait. eh bien, aura la base. Parce que C'est vous ça. faites partie de cette génération, et comme je vous le disais en privé, vous êtes né la même année que mon grand-père maternel en 1937, et paix à son âme. Et de ce fait, 1937, donc vous avez connu les 30 Glorieuses, et vous avez fait partie de cette génération qui a vu, entre guillemets, s'achever, mourir à petit feu, le côté puisatier-sourcier. J'invite Tout à d'ailleurs en fait. complément de cette émission à regarder le fameux film La fille du puisatier avec le fameux Rému et Fernandel, entre autres. Et de ce fait, il y a aussi la version avec Daniel Auteuil. Et par la suite, sachant que la version avec Rému est de 1940, hein, donc c'est quand même assez particulier l'époque. Et donc, à partir de là, ce qui est important, c'est justement de bétonner par la base. D'où ça vient, l'historique, et comment s'organiser pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a la législation, il y a, j'allais dire, à la fois les lois naturelles et les lois parlementaires, si je puis dire. Donc ne pas tout mélanger, parce que c'est un domaine en fait qui est très fragile, l'eau. C'est à la fois un domaine qu'on connaît tous, parce que nous sommes composés d'eau à 60-70%, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on maîtrise très mal, parce que nous n'avons pas eu les enseignements, et l'école n'a pas fait son travail en la matière, parce que malheureusement, ce n'est pas son rôle, et ce n'est pas le rôle qui lui a été dédié à l'origine, mais simplement aujourd'hui, grâce à vous, ce qui nous importe, c'est déjà de comprendre tout cela. Alors, avant de parler des projets à venir, parce que depuis l'émission du 8 août, et vous allez nous en parler dans un instant, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et ça, c'est magique parce que l'émission a eu un impact même plus important que j'aurais cru. Alors que vous croyez aussi, mais qui a apporté beaucoup plus qu'une simple émission, entre guillemets, de routine, si je puis dire. La première chose, c'est que déjà, vous avez reçu des dizaines de messages, des dizaines d'appels. Est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse des sujets qui vous ont été le plus demandés après l'émission? Oui, ça n'a pas été la création des puits, en fait. Ça a été le nettoyage des puits. Alors, je termine avec YouTube. J'ai rencontré plein, mais alors, il y a beaucoup de bonne volonté. Moi, je suis prêt à aider. Alors, parmi ces bonnes volontés, il y a les orgueilleux, les vaniteux et les prétentieux. Avec cela, on ne fera jamais rien. Parce que pourquoi? Parce que eux, ils savent. Ils savent rien, mais bon, l'orgueil, la prétention, la vanité, ben, c'est comme ça. Mais par contre, ils sont contraires aux lois. Eh oui, il faut le savoir. Alors, les lois ne les ont pas encore rattrapées. Mais le jour où ça va les rattraper, ces gens-là vont partir en prison. Ah oui, et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de, en faisant comment dirais-je, pas des malfaçons, mais euh, en nettoyant Disons mal. que, disons que leur démarche n'est pas si noble que ça et qu'ils piétinent sciemment la mémoire des ancêtres en quelque sorte. Oui et non. Oui et non, D'accord. parce qu'il y a plein, pardon Nicolas, mais parce qu'il y a plein de gens qui sont de bonne volonté. Mais les gens de bonne volonté, je suis prêt à leur transmettre ce que je sais, gratuitement. Je n'en fais aucun commerce. Bon, il y a aussi les foreurs. Alors là, je ne vais pas trop les démolir parce que sinon, là, ça va être la guerre. Parce que là, c'est le pognon. Là, c'est grave. Là, c'est le fric. 80%, c'est le pognon. Ils ont un créneau où, alors, ils vont là où on leur demande, bien sûr. Et puis, bon, si on leur dit de creuser ici, ils creusent là. Ils ont un matériel extraordinaire. Mais la plupart que j'ai rencontrés, l'orgueil, la vanité, la prétention, c'est horrible, horrible. Mais c'est comme ça existe chez les humains.
Alors, c'est comme ça. Bon. Alors, mais par contre, les autres, tous ceux qui veulent me rejoindre, eh bien, moi, je serais ravi de les aider pour essayer d'éviter de. Le problème chez un foreur, c'est que trouver, il sait le faire, mais il ne sait pas s'arrêter au bon endroit. Ou alors, il s'arrête dans des nappes où l'État devrait interdire, alors que même l'État, il creuse dans les nappes d'éophène. On ne se rend C'est pas ce que vous compte. disiez, Isidore, si je puis me permettre. Ce que vous disiez dans la première émission, moi, ça me marque cette expression en quelque sorte de l'aspect chirurgical. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la chirurgie lorsqu'on travaille le métier de puisatier. En tout cas, quand on travaille, j'allais dire, l'univers et même une forme de science du puits. Pour celui qui est lambda comme moi ou comme d'autres, on parle d'un puits, bon, on dit tiens, c'est un trou, il y a de l'eau. Et puis on prenait avec le seau, etc. Il y a un côté un petit peu caricatural, un peu entre guillemets façon tuche. Mais en fait, le puits, en vous écoutant et bientôt, en vous lisant également, je comprends que c'est pas seulement une activité puisatier-sourcier, entre autres, c'est que travailler le domaine du puits, trouver la bonne veine, etc., c'est une pointe chirurgicale. Donc c'est presque comme un chirurgien dentiste, un chirurgien esthétique, un chirurgien en médecine, comment dire, connu, traditionnelle, où finalement, si on touche au mauvais endroit, on peut paralyser la personne, on peut la tuer, on peut, voilà. Donc si on fait pareil avec le puits, eh bien, ça peut avoir des conséquences dévastatrices parce que c'est pas seulement les lois parlementaires sur l'eau, ce sont aussi les lois de la nature, les lois même de la vie. Et donc, étant donné qu'on a déjà la problématique de la pollution de l'eau, de sa composition, et d'ailleurs on en apprend tous les jours, on apprend que même l'eau en bouteille, que ce soit plastique ou en verre, il y a toujours des particules microscopiques de plastique ou de déchets, etc. Donc c'est très difficile aujourd'hui de l'avoir de l'eau pure. Moi j'habite dans une région en Dordogne notamment où il y a des eaux de source, mais quand on les fait analyser en laboratoire, c'est pas toujours efficient, etc. Pour autant, que j'allais dire pour ceux qui utilisent l'eau en bouteille, une des eaux qui est la plus populaire, si je puis dire, c'est le Mont Roucou, par exemple, ou la Bâtille, comme par chez vous, puisque la Bâtille vient du bassin d'Arcachon. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est en plein tournant. Vous parliez de prise de conscience, et je rebondis là-dessus, parce que cette prise de conscience, elle intervient dans un contexte à la fois politique, écologique, j'allais dire même escrologique, qui fait qu'on a au sommet de la pyramide, notamment dans un forum qui s'appelle Davos, un ancien PDG qui a laissé la place depuis à notamment Larry Fink de BlackRock et au vice-président des laboratoires Roche, dont j'ai plus le nom, mais ils sont deux maintenant à être à la tête de Davos, donc ils partagent une coprésidence. Mais juste avant, il y avait Patrick Brabé qui était le PDG de Nestlé et qui considérait que de toute façon comment dire, l'eau naturelle, en gros l'eau de source, n'avait pas à être un bien public, quelque chose d'intérêt général, que ça devait être privatisé. Donc déjà à partir de là, et ça rejoint totalement le projet de ces épisodes et de cette émission, avec vous à l'honneur, c'est de rappeler que l'eau doit être accessible à tous et que Ah, c'est la loi, ne doit pas être. Voilà, non mais ce sont les premiers à nous faire la leçon de morale, nous imposer des lois sans être élus d'ailleurs. Hein. Le PDG de Nestlé, il a été élu par personne. Et à nous imposer des lois via des politiciens qui sont achetés par les lobbies pour nous dire, vous n'avez pas le droit les gueux, par contre, nous, on privatise l'eau et nous, on se débrouille, on s'organise et on fait en sorte, nous, d'avoir de l'eau ad vitam aeternam sans se forcer. Et on va en plus coloniser certaines terres en Afrique ou ailleurs, on va détruire des chantiers, on va faire travailler des gamins quand c'est pas pour les batteries électriques ou quand c'est pas pour d'autres choses. Et là, on va prendre l'essence même des matières premières dans les pays extérieurs pour nos propres intérêts. Et donc, c'est important de mettre le doigt aussi là-dessus, parce que tout ce que nous vivons sur les problématiques de l'eau, c'est aussi lié, à mon humble avis, au fait qu'il y a une captation et une privatisation par les oligopoles et les mondialistes. Voilà, c'était ma petite mais, parenthèse. mais les lois sont bien faites. Hein. C'est qu'elles ne sont pas appliquées, c'est tout.
Et en plus, ils savent peut-être pas trop les appliquer. Parce qu'il y a une bonne police de l'eau, que j'ai bien connue pendant un temps. C'est des gens bien. Ils sont sévères. Mais quand même, l'eau, si on n'est pas sévère avec l'eau, c'est catastrophique. Alors, mais ils sont peu nombreux. Ils sont très peu. Et il y a des règles. Quand on crée un puits, il faut déjà faire une déclaration à la mairie. Bon. Pour l'immatriculer, tous les puits anciens sont immatriculés. Tous. Et en plus, il y a des puits qui sont historiques. C'est, ils ont ils ont tous été, à l'époque, c'était les clergés qui faisaient ça. Dans les abbayes, on trouvait les papiers afférents à tous les puits. Parce que les châteaux forts avaient des puits, bien sûr. Vous voyez un château fort sans puits? Ah non. Alors on dit, oui, mais on va récupérer l'eau de pluie. Ouais, évidemment, on le faisait un peu, on le fait encore. Mais bon, mais c'est pas terrible. Tandis que récupérer l'eau du sous-sol, alors on faisait des puits, c'est pour rire ce que je vais dire, mais le puits le plus profond de l'Europe, il est à 475 mètres en Allemagne. Il faut le savoir, ils ont mis 17 ans pour le faire. Hein. Bon, ça ne se faisait pas comme ça du jour au lendemain. Mais il y a des sites, toutes les citadelles avaient des récupérations d'eau et des puits. On faisait et tous les châteaux, on faisait d'abord le puits, et quand le puits était terminé, on bâtissait les murs et les tours autour du puits. Et quand vous regardez des émissions comment dirais-je, des émissions, je n'ai pas le mot là, des, des reportages. documentaires, voilà, des reportages et des documentaires. Comme des racines et des ailes, comme des choses comme ça. Voilà, eh bien regardez, vous allez trouver un puits par ici, un puits par là. Ils en avaient 2 ou 3, bien sûr. Vous croyez que Est-ce que Chambord a vous pas de avez, puits? Ben non. est-ce que vous avez, Isidore, une idée très approximative? Parce que là, dans la première émission, vous m'avez dit on a des millions de puits en Allez, France qui sont abandonnés. tout à Est-ce que, fait. est-ce que des millions, c'est quand même Ah oui, des assez millions de démentiel. puits. Des millions de puits. Et on était combien en gros, faisons un calcul. Je ne l'ai pas fait. Mais enfin, il y a toujours des gens qui sont capables de le faire. Regardons, en 1900, prenons 1950, allez. Ouais. Combien on était de millions? On devait être 50 Alors, en millions, 1950, on était à peu près, parce que j'ai travaillé en 47 millions. préhistoire. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Très petite parenthèse. En fait, c'est pas en un siècle qu'on est passé de 1 à 8 milliards officiellement. C'est des années. Alors, dans les années 1800, c'est là que le premier milliard d'habitants est apparu sur la planète. Ensuite, on a été 2,5 milliards vers les années 50, 1950. Par contre, de 1950 à 2025, on est passé de, de 2,5 à quasiment 8. Sachant, et ça rejoint justement le programme de dépopulation prôné par Bill Gates et tous les mondialistes, c'est parce qu'il prévoit qu'en 2050, il y aura environ 9 milliards d'habitants et qu'il y aurait à peu près 10 milliards en 2100, j'arrondis très rapidement, que le projet de dépopulation, pour eux, je précise, et pour une poignée de mondialistes, est nécessaire et que ça passe justement, ça rejoint tout à fait en plus le sujet, c'est que ça passe par une captation de l'eau, par des famines, par les injections, les vaccins, c'est-à-dire que ce qui est censé dans la science officielle, en tout cas jusqu'au Covid, dans la science officielle, c'est que les vaccins protègent des maladies, des virus, etc. Et en fait, ils sont devenus peut-être les plus, ils sont devenus probablement pires que le mal dont on est censé se combattre. Voilà. Et c'est ça, le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le remède qui est plus mauvais que le mal qu'il est censé soigner. Et donc, je prêche un convaincu parce que vous avez deux, voire je dirais pas 3 fois, mais 2 fois et demi mon âge. Et donc, vous avez vu tous les vaccins qui se sont produits depuis la Seconde Guerre mondiale, entre le tétanos, etc. Et vous avez peut-être connu Sylvie Simon, ne serait-ce que de nom, qui justement parlait de
toute la dimension folle des obligations vaccinales depuis les années 50. Voilà. Je fais une petite parenthèse rapide, mais pourquoi? Parce que, en fait, la question de la démographie, elle est fondamentale aussi sur la question de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qu'on va évoquer dans les épisodes, en tout cas, j'y tiens à titre personnel, c'est une question que tout le monde se pose. Comment va-t-on faire si la population, même si ce n'est pas forcément vrai, même si ce n'est pas forcément le cas, mais si ça devait arriver, que la population s'amplifie de plus en plus, comment va-t-on faire pour nourrir tout le monde? Et nourrir, ce n'est pas seulement par des choses solides, c'est aussi par des choses liquides. Et donc, voilà pourquoi le côté du puisatier est important à réhabiliter, à remettre au goût du jour, parce que c'est une forme d'autonomie et d'émancipation. C'est ça qui est important. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, prenons les années 50, on était environ 2,5 milliards, c'est-à-dire un peu le tiers d'aujourd'hui, grosso modo. Oui, j'entends bien. Mais au point de vue en France, on était quoi, 35 millions? Grosso modo, là, on est 70, on va dire, 70 millions. On était à peu près, oui, je vais regarder sur Internet pour pas vous dire de bêtises. Démographie de la France, 1950, grosso modo. On nous dit 40 millions 100 000, voilà. Bon. Au Alors, dernier recensement de 36, voilà, 40, on va dire 40 millions. Alors, ok. Alors, très bien. Alors, on divise, mettons, par 5. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'enfants. Alors, il faut diviser par 5. Ça fait millions. combien de millions? Ça fait 8 millions. Ça fait, ouais, ça fait Divisé l'équivalent de 8 fois Marseille, quand même, hein, au niveau d'habitants. Oui. Bon, alors, il y avait 8 millions de gens qui étaient censés avoir de l'eau quelque part. Alors, dans les villes, il y avait encore la distribution des eaux et qu'existe encore des Romains. Eh oui, à Bordeaux, vous avez plein je connais bien Bordeaux, particulièrement, il y avait plein de points d'eau à Bordeaux. Et ces points d'eau arrivent de, comment dirais-je, de l'adduction d'eau qu'avaient fait les Romains. Et toutes les villes étaient comme ça, que ce soit Arles, mais toutes les villes où sont passés les Romains, le principal travail des Romains, c'était l'eau. Il fallait bien alimenter l'eau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on suit la démographie actuelle, grosso modo, on aurait à peu près 8 à 10 millions de puits en France au total. Admettons qu'on n'en ait que 7. 7 millions, mettons que 7. C'est déjà énorme, 7 millions. Vous vous rendez compte, ces 7 millions et qui sont dans les fonds des jardins en train de dormir et qu'on ne s'en sert pas. Parce que l'eau qui passe dans les puits, elle continue sa route et va se vider dans l'océan ou la mer. Oui, mais vous savez pourquoi Isidore, ça dort? Vous savez, comme disait Claire Sévrac, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Et si j'étais complotiste, je dirais que si on abandonne les puits, et donc les puisatiers et les sourciers, on a à Faucigny notamment Marie-Françoise que l'on salue, puisqu'on la connaît tous les deux, et c'est d'ailleurs grâce à Marie-Françoise que j'ai pu faire l'émission avec elle et qu'ensuite vous m'avez contacté. Donc je rappelle, Marie-Françoise, on a fait une émission il y a quelques mois, notamment sur le projet autoroutier du côté de Faucigny en Haute-Savoie, où justement on va enlever un puits pour déplacer de quelques kilomètres une forme de déviation pour que ça aille plus vite, grosso modo. C'est un peu l'équivalent des caisses automatiques en supermarché. On dit toujours que ça va plus vite, mais ça détruit de l'emploi. Donc c'est voilà, c'est un peu du pareil au même. Et donc à partir de là, on voit que il reste quand même ces puits. Et si j'étais complotiste, je dirais que le but, c'est la privatisation de l'eau. Donc forcément, comme c'est le plan de Davos avec le Covid, c'était la tyrannie sanitaire, une forme de communisme 2.0, le certificat vaccinal mondial. C'est-à-dire que sur notre santé, pour notre sécurité, pour notre bien dans le discours officiel, eh bien, on ne va plus avoir de vie privée ni de vie sanitaire privée. Ensuite, il y a le côté carbone avec le climat. Ça, c'est aussi le projet. Et ça, Serge Monast le traitait déjà il y a 30 ans dans ses ouvrages. Ensuite, climat, qu'est-ce qui fait aussi fonctionner le climat? C'est la météo, c'est l'eau. Et donc forcément, l'eau de pluie interdit
à la récupération. Sachant que dans l'eau de pluie, il y a quand même pas mal de saloperies, si je puis dire, parce qu'il y a aussi les épandages, sans compter les technologies militaires comme HARP, entre autres. On pourra en parler dans les prochains épisodes. L'avantage, c'est que là, on a tout le temps. Il n'y aura pas de coupure, on pourra en profiter et rentrer dans les détails. Tout Il à n'y a fait. aucun problème. Mais par contre, euh, encore une fois, moi, j'allais dire, si j'étais complotiste, je me dirais oui, mais il y a un sens derrière tout ça. C'est pas anodin de laisser des puits, un trésor ancestral et patrimonial abandonné. C'est parce que derrière, il y a des intérêts financiers et capitalistes majeurs. Oui, Isidore. Il y a aussi ce que l'on oublie souvent et que j'ai constaté dans mes enquêtes, parce qu'ici, je m'occupe un petit peu de ma politique de mon Nord-Bassin, où je suis, et je m'aperçois que ce soit les députés, parce que je rencontre des députés, je rencontre des sénateurs, des maires qui m'écrivent, ainsi de suite, pour me poser des questions. Je fais des rapports. Bon. Eh bien, je m'aperçois que tous ces gens-là, ils sont, je vais dire un mot atroce, mais ils sont dépassés. Ils sont dépassés, la plupart. Ils sont tous dépassés. Ils ne savent plus où ils habitent. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur la suite des maires, parce que les maires, ils vont disparaître. Progressivement. Pourquoi? Parce que Et il y en a les beaucoup maires, qui démissionnent déjà, hein, parce que être oui, maire bien sûr, aujourd'hui, suivant les villes et villages, il faut voir c'est ça. aussi toute la pression qu'ils ont, parce que mine de rien, le maire, c'est j'allais dire, le premier élu de proximité, parce que le député, on ne le voit pas souvent, et quand on le voit, c'est souvent pour les élections, et quand on essaye de le joindre, il y en a qui répondent, mais pas tous. Moi-même, je voulais faire une émission avec mon député, ça a capoté 3 jours avant, ça ne s'est pas fait. Mais encore une fois, je comprends ce que vous dites. Ils sont dépassés, oui, mais parce que ce n'est pas ce n'est pas leur identité technocratique. Parce Oui, qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un député? Déjà, le député, il a quoi comme pouvoir? Déjà, un député, moi, j'aurais pu être député, j'aurais pu m'engager pour devenir député si j'avais pris la bonne étiquette politique. Il faut savoir qu'un député, en général, il est franc-maçon. On oublie souvent ce détail, mais c'est un détail quand même important. Ensuite, il est dans un parti politique. Donc, s'il ne suit pas la ligne du parti, eh bien, il est viré. Non, mais il faut bien comprendre aussi comment ça fonctionne. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, Isidore. Et c'est pas à moi qu'on va l'apprendre non plus, parce que moi, j'ai été approché par des partis politiques et j'ai toujours refusé. Et je refuserai tant que cela sera nécessaire. Parce que, en réalité, quand on met un pied dans ce monde-là, et je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, même si du jour au lendemain, il n'y a plus de politiciens. Je suis pas sûr qu'on vivrait plus mal, hein. En Belgique, ils ont bien vécu sans gouvernement. Et je pense même que ce serait salvateur parce que ça et nous apporte ensuite, plus d'emmerdes que. Voilà. Il faut bien comprendre que chacun fait de la politique à sa manière. On vit dans une cité. Et dans le sens où on n'a pas besoin de politiciens pour trier nos poubelles. La Gestapo des poubelles qui nous emmerde à dire alors vous mettez ça dans le truc vert, rouge, etc. Pendant que ceux qui prônent ça vont prendre des jets privés pour la COP 27. C'est ça aussi le paradoxe de cette époque, c'est que on nous dit les gueux vous triez, sinon vous allez être amendé. Si vous roulez pas en voiture électrique et que vous prenez votre poubelle, je caricature, mais c'est un peu leur esprit comme ça, hein. Si vous roulez au diesel, etc., vous allez polluer tout le monde. Par contre, moi, je prends mon jet privé parce que je suis pressé. Dans 1 heure, je dois être à Marbella pour ma petite soirée jacuzzi. Ou alors, je vais aller à la COP 27 parce qu'il faut quand même sauver la planète, hein, avec des pilotes non vaccinés de préférence. Parce que s'ils sont injectés, on ne sait jamais s'ils perdent le contrôle de l'avion, hein. C'est ce qu'ils font à Davos, hein. Ils demandent des pilotes non vaccinés. Donc, à un moment donné, ça suffit. Cette hypocrisie et cette gabegie. Et je comprends quand vous me dites que que les politiciens sont dépassés. Mais ils sont dépassés pourquoi? Parce que déjà, ils ne travaillent pas les sujets, ou très peu. Ils ont déjà, alors je dirais qu'ils n'ont pas le temps, oui et non. Ils ont une armée de conseillers, mais ils sortent des écoles de formatage intellectuel. Donc ils ne sont pas là pour être dans le cru, dans le terroir, dans le patrimoine. Eux, ils sont, je dis pas tous, hein, je dis pas tous pourris, je dis pas que c'est à 150% comme ça. Il y a quelques élus comme ça qui sortent du lot, ils sont pas nombreux. Mais par contre, il faut imaginer que il y a un conditionnement. Et
c'est pas des gens qui sont comme Ambroise Croizat. Vous avez connu Ambroise Croizat quand vous étiez enfant, puisque c'était en 1945 qu'il a créé notamment la sécurité sociale, etc. Il a été ministre du Travail et c'est un ministre qui, à l'âge de 13 ans, bossait à l'usine. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est pas le même monde. Demander à Elisabeth Borne si elle a déjà bossé à l'usine quand elle était jeune. Non, sa famille fait partie notamment de ceux qui refourguaient, je crois, avec Bayer et des industries chimiques, des médicaments qui n'étaient pas très, très recommandables. Il y a un passé un peu louche avec Elisabeth Borne, et il n'y a pas qu'elle, bien sûr. La ministre du Travail actuelle, Catherine Vautrin, qui est à la fois ministre de la Santé, on ne sait plus ce qu'elle gère comme ministère. Qu'est-ce qu'elle a fait comme parcours? S'ils ne sont pas de la famille qui est conseiller de ceci, qui a été dans tel cabinet privé, qui a été dans tel directeur de cabinet, qu'est-ce qu'ils connaissent du monde du travail? À quoi ils ont cotisé comme caisse de retraite? Donc c'est ça aussi, c'est qu'on a un monde politique qui n'est plus du tout à la page, parce que tout a été fait pour ça. Avant, il y avait un peu plus, je ne dis pas que c'était parfait, hein, mais il y avait un peu plus de pragmatisme et de concret. Déjà parce qu'on avait des politiciens, notamment, qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale. Enfin, d'ailleurs, on ne les appelait pas des politiciens. On les appelait des hommes politiques, des femmes politiques. On les appelait autrement. Parce que même la sémantique a changé. Ça veut bien dire justement qu'aujourd'hui, on n'a plus de politiciens. D'ailleurs, ce ne sont plus des politiciens, ce sont des influenceurs TikTok. C'est même pire que ça. Ils ont leur portable. Ah, aujourd'hui, je vais aller porter des pilules en Hongrie pour soutenir les femmes qui luttent contre Viktor Orban. Déjà, occupe-toi de ton pays avant de t'occuper de celui des autres. On t'a rien demandé. Hein. Tu es payé pas pour aller faire de la propagande à l'étranger. Déjà, il y a une forme d'ingérence qui n'est pas normale. Et occupe-toi de ton pays. Il y a des gens qui ont voté pour toi. C'est leur problème. Mais c'est pour que tu t'occupes de leurs problèmes à eux. Pas de ceux d'à 3000 km à la ronde. Voilà. Donc déjà, on a même des traîtres à la nation. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on a des influenceurs TikTok qui sont traîtres à la nation et certains veulent encore revoter pour eux. Dans un moment, la connerie, ça va une fois, deux fois, mais après, c'est plus récupérable. Moi, je suis désolé. Donc, voilà. Désolé pour le coup de gueule, mais c'est vrai que la question politique, elle est très épidermique, surtout par les temps qui courent depuis, j'allais dire quelques mois, mais simplement, c'est tout le cœur du problème. Parce que l'eau, c'est le point d'ancrage de tous les problèmes qui nous entourent. Voilà. Donc désolé pour cette parenthèse un peu longue. Je vous redonne la parole, Isidore. Donc vous faisiez, oui, vous m'en parliez dans la première émission, vous faisiez des rapports pour des maires, de communes, etc., notamment sur les feux de forêt, sur l'eau et compagnie. Oui, et sur les fissures des maisons. Parce que bon, j'ai découvert tout à fait par hasard une méthode pour les fissures de maison, comment il faut les prévenir. Mais alors, c'est fou. Alors, j'ai envoyé une lettre spéciale aux assureurs de France, à Paris, bien sûr, pour essayer de trouver un curieux qui vienne vers moi et un ingénieur, au moins, pour pouvoir parler de ça, pour essayer de prévenir les fissures et les lézardes des maisons. Alors, ceux qui m'écoutent, mais surtout, appelez-moi. Bon, alors, je ne suis pas Dieu le Père, je ne sais pas tout, mais je vais vous indiquer des méthodes simples pour éviter que les maisons fendent. Il n'y a rien de plus simple. Alors, je peux vous donner un principe. Quand ils ont bâti les maisons, il y a 50 ans, par exemple, le sol était stable. Le sol s'est déstabilisé au fur et à mesure du temps de la, du climat. Nicolas, aidez-moi. Oui, le oui, climat s'est détérioré. oui, dérèglement climatique. Ah, le dérèglement climatique, voilà. Donc, et comme ça s'est déclaré d'une façon violente, le sol, évidemment, qui est vivant, a réagi aussi. Donc, il faut remettre, le principe est simple, il faut remettre de l'eau quand il n'y en a pas assez et en sortir quand il y en a trop. Mais alors, j'ai déjà essayé et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais il y a quand même une organisation à ce travail.
il faut l'organiser d'une façon scientifique, c'est-à-dire mettre des capteurs là où il faut, et en fonction des capteurs, pouvoir faire une synthèse de la captation du sous-sol et réagir automatiquement en mettant de l'eau ici et là, ou en ouvrant des vannes, c'est-à-dire des... Ah, j'ai perdu encore le mot. Ah, il y a des moments, je perds les mots. C'est pas Pardon. grave, ça arrive, ça arrive. Oui, c'est-à-dire ouvrir des vannes pour sortir de l'eau. D'accord. Comme un Bon, robinet, quoi. c'est ça. Très bien, Il faut restabiliser le sous-sol. très Alors bien. alors il y a des voyous, bien sûr, mais qui réinjectent. C'est pas que des voyous. Il y en a qui réinjectent des milliers de tonnes de ciment sous le sous-sol pour faire comment dirais-je, une fondation nouvelle dont la maison va reposer sur des fondations. Mais attention, ça va de 100 000 à 300 000 euros, presque le prix de la maison. Alors, il y en a, bon, ils font ça parce que c'est un créneau. Alors, évidemment, ils travaillent avec les assureurs, et les assureurs, je leur ai envoyé un courrier en leur disant il y a des méthodes beaucoup plus simples. Il faut simplement remettre le sous-sol comme il était il y a 30 ans. Alors, et c'est quoi? Ben, c'est la partie, c'est l'eau. L'eau, euh, l'eau, elle le ramollit ou elle le sèche. Bon, elle le fait sécher, quand il n'y en a plus, ça sèche et ça se contracte. Bon, eh bien, il faut remettre de l'eau. Et puis, il y a des puits. Et quand les maisons avaient des puits, oh ben, on remet de l'eau en goutte à goutte à certains endroits. Il ne faut pas s'amuser à faire ça n'importe comment, parce que là, on va faire plus mal que bien. Alors, donc, appelez-moi. Je vous donne, je vais vous aider. Bon, Alors justement, on va en profiter, Isidore, et merci pour toutes ces informations. Je vais repartager à nouveau votre site internet, donc les Amis des Puits. Voilà, on va refaire une petite présentation. Donc ami-du-6d-puits.fr, donc ami-des-puits.fr, un puits traditionnel, le choix de la bonne implantation, avec l'association, les lois sur l'eau. Voilà, de toute façon, au courant des épisodes, on reviendra à chaque épisode sur un pan ou l'autre du site internet. Comme ça, au fur et à mesure, on va le maîtriser. Contactez l'association aussi, c'est important. N'hésitez pas, Isidore, j'allais dire, est en retraite, il a le temps de vous répondre, il prend le temps de le faire et il le fait avec passion. Donc, profitons du trésor qu'il nous lègue et qu'il nous laisse avec, il y a le numéro de téléphone, etc. Voilà, n'hésitez pas. Ne le harcelez pas non plus quand même, hein, on respecte un peu la vie privée quand même. ça Mais m'est égal. bon, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, vous avez tout ça. Et puis, justement, Isidore, vous avez pas un, mais deux projets, notamment que l'émission du 8 août a fomenté en quelque sorte de manière directe et indirecte, notamment une confrérie des puisatiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah ben, ça, c'est la suite. Euh, Au Moyen-Âge, on ne vivait dans le Moyen-Âge heureux, parce qu'il y a eu un Moyen-Âge heureux, une période très heureuse. Bon. Mais il existait des confréries pour tout. Les menuisiers, les ébénistes, ça n'existait pas encore, parce que c'était la suite des menuisiers pour les bennes qu'on travaillait quand il y a eu quand ils ont été en Afrique chercher les travailleurs pour les faire bosser. Bon, enfin, bref. Alors, la confrérie, c'est un groupe de personnes qui, qui font le même travail, qui s'entraident, et il peut y avoir plusieurs confréries, un peu comme la confrérie des ça y est, j'ai perdu le nom là aussi, des, des compagnons du devoir, par Oui, exemple. voilà, c'est ça. Alors oui, C'est parce ça. que je tenais aussi comment dire, à être clair sur les mots et les termes.
puisque comme on fait la déclaration des liens d'intérêt en début d'émission, vous et moi, et même tous les invités qui viennent sur la chaîne, la confrérie, c'est pas une loge maçonnique, c'est pas comment dire quelque chose. Non, mais je préfère être, vous savez, gouverner, c'est prévoir, comme disait De Gaulle. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, en fait, tout le monde connaît le principe des compagnons du devoir, le mérite, j'allais dire le travail bien fait, etc. Et l'ambition tout à fait noble d'Isidore, c'est la présentation, la création d'une confrérie des puisatiers, donc qui permettrait justement de créer une forme de compagnons du devoir des puisatiers. Alors, comment ça s'organiserait concrètement et techniquement? Parce que il n'y a rien de plus simple. Allez-y. Il n'y a rien de plus simple. J'ai commis une charte. Ça commence par une charte. Une charte, c'est la protection et le commencement de la règle. Ensuite, la confrérie, c'est des jeunes, vaut mieux des jeunes, à mon avis, au départ. On peut prendre tout le monde en confrérie, bien sûr. Mais il y a plein de jeunes qui ne savent pas leur avenir, qui ne savent pas trop où ils vont. Ils peuvent commencer à venir voir comment le travail se fait, ensuite appartenir à la confrérie, parce que là, ils commencent à avoir une éthique. Parce que le danger des jeunes qui apprennent, moi j'en ai appris à plein de jeunes, hein, bon, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Et quand ils voient qu'ils gagnent beaucoup d'argent en faisant ça, ils s'échappent de l'association, et puis ils vont essayer de faire des puits ailleurs pour gagner des sous. Mais comme ils n'ont pas la moralité, quand ils deviennent des parias. Je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Justement, j'ai ressorti le mail que vous m'avez envoyé sur la charte de la confrérie des maîtres puisatiers de France. Donc, si vous me permettez, je vais la lire, comme ça sera plus clair. Avec en préambule, nous, héritiers des anciens sourciers et puisatiers, unissons nos mains et nos cœurs pour préserver et transmettre l'art sacré du puits. Notre mission est simple et immense. Protéger l'eau, honorer les veines invisibles de la terre et transmettre un savoir immémoriel dans l'excellence, l'honneur et la fidélité aux traditions. C'est un peu comme les chevaliers de la table ronde, mais en version confrérie, compagnons du devoir. Article 1, le titre de l'honneur, avec un H majuscule. Tout membre de la confrérie agit avec droiture, loyauté et désintéressement. L'honneur d'appartenir à cet ordre est supérieur à tout intérêt matériel. Article 2, du secret. Les secrets du métier, savoir, gestes, rites, repères, le tout au pluriel, sont protégés et transmis uniquement aux initiés. Ils ne peuvent être divulgués ni utilisés à des fins mercantiles ou frauduleuses. Article 3 de la transmission. Chaque maître a le devoir sacré de former les générations futures en discernant chez les novices la compétence, la persévérance et surtout les qualités morales. Article 4 de l'excellence. La confrérie œuvre toujours selon sa devise « On peut faire aussi bien, mais pas mieux ». Chaque ouvrage doit être réalisé dans le respect des règles de l'art, avec exigence, précision et noblesse. Article 5 de la fraternité. Alors, je précise, pas de la fraternité maçonnique. Tous les membres se reconnaissent frères et sœurs dans l'art du puits. Alors, c'est vrai que sur la sémantique, ça prête à confusion. C'est pour ça que je précise à chaque fois. Tous les membres se reconnaissent frères et sœurs dans l'art du puits. La solidarité, l'entraide et le respect mutuel sont des vertus cardinales. Article 6 de la protection. La confrérie s'érige contre les malandrins, charlatans et incompétents qui, par avidité ou ignorance, détruisent les puits et polluent les eaux. Elle rappelle que des lois protègent les ouvrages et sanctionnent les usurpateurs. Article 7 de la mission. La confrérie se donne pour mission la sauvegarde des puits anciens, la création de puits nouveaux dans les règles et la transmission d'un patrimoine immatériel à la jeunesse de France. Donc ça, c'est pour la charte. Ensuite, il y a le règlement de la confrérie des maîtres puisatiers. Chapitre 1 de l'adhésion. Nul ne peut entrer dans la confrérie sans être parrainé par un maître et reconnu digne par un conseil. Alors ça fait quand même très... Il y a une proximité quand même avec les loges maçonniques, hein, je ne voudrais pas dire, mais voilà. Mais après, bon, c'est encore une autre histoire. L'entrée se fait sous serment, la main posée sur la pierre et l'eau. Chapitre 2 des grades. Novice, observateur et appartenant des premiers gestes. Apprenti exécute les travaux simples sous contrôle. Œuvrier assume la réalisation des ouvrages intermédiaires. Maître d'œuvre dirige les chantiers et forme à son tour. Maître puisatier, titre suprême, gardien des traditions et des secrets.
Chapitre 3 des devoirs. Respecter la charte en toutes circonstances, transmettre le savoir uniquement dans le cadre de la confrérie, ne jamais nuire à un puits, ni par négligence ni par appât du gain, porter haut l'image de la confrérie et de ses valeurs. Chapitre 4 des sanctions. Tout manquement à l'honneur, au secret ou aux règles de l'art entraîne un jugement par le Conseil, et les sanctions peuvent aller du rappel à l'ordre à l'exclusion définitive. Et chapitre 5 des symboles. Chaque membre porte un insigne distinctif de la confrérie, couvre-chef, signe brodé ou médaillon. Les cérémonies d'intronisation se font autour d'un puits, témoin et garant des serments. On parle même de l'uniforme de la confrérie des maîtres pusatiers. Le couvre-chef, c'est un large chapeau rond en feutre noir, comme le portaient parfois les compagnons, cerclé d'un ruban bleu profond, symbole de l'eau vive. Sur le côté gauche, une petite broche en métal argenté représentant un seau et une corde, signe discret de la confrérie. La tunique, qui est une tunique longue de couleur sable ou pierre claire, rappelant la margelle du puits. Sur la poitrine, brodée en fil bleu, un puits stylisé avec une source jaillissante. Les manches retroussables pour permettre le travail manuel. On n'oublie pas que le pusatier reste homme de terrain. Le gilet d'appartenance, avec chaque membre qui porte un gilet sans manches en laine sombre, orné d'une croix d'eau, 4 veines qui se rejoignent en un point central. Les couleurs du fil indiquent le grade, donc novice fil blanc, apprenti fil vert, œuvrier fil bleu, maître de fil argent et maître pusatier fil or. Le bas, c'est le pantalon simple résistant de toile brune. Bottes de cuir montantes pour résister à la boue et à l'eau. Les insignes. Chaque membre porte autour du cou un médaillon en métal frappé du symbole de la confrérie, un puits ouvert, 2 mains jointes et la devise inscrite en cercle, aussi bien oui, mais pas mieux. Tenue d'apparat, lors des grandes cérémonies, intronisation, serment, protection d'un puits classé, les maîtres pusatiers revêtent une cape bleue, doublée d'un revers argenté qui se ferme sur l'épaule par une agrafe en forme de goutte d'eau. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, excusez-moi, mais en lisant ça, je me dis, on rentre pas en loge maçonnique, mais le vocabulaire est identique, sauf que ça concerne les puits. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un, j'allais dire, un tic de langage? Ben, j'ai copié sur les confréries de, comment dirais-je, moyenâgeuses. Hein. Les Templiers, etc., finalement. Ben, ben oui. D'accord. Non, mais je le précise parce que ça peut susciter. Ah non, il n'y a rien de franc-maçon. Mais c'est ça, non, mais peut-être que entre guillemets, sans être parano ou quoi que ce soit, ou complotiste à ce point-là, mais disons que c'est vrai que sur la sémantique, comme la sémantique a un sens, maître pusatier, avec les degrés, les grades, etc., on retrouve point par point ce qu'on peut. Voilà, donc c'est intéressant aussi de faire cette comparaison et cette similitude. Donc, cette confrérie, comment vous comptez la mettre en place? Parce que vous avez une association qui, je crois, a 7000 adhérents, si je ne dis pas de bêtises, à travers le monde. Un petit peu plus, mais bon, mettre 7000, oui, 7000 adhérents, oui. Très bien. Et ça va augmenter avec les émissions qu'on va faire. Je vais passer à 100 ou 200 ou 300 000 adhérents. Ben je l'espère pour vous, on va voir au fur et à mesure. Oui et non, parce que faut voir le nombre de questions qu'on me pose tous les jours. Et moi, j'ai 88 ans, je commence à me fatiguer un peu aussi. Et justement, vous faites bien d'en parler parce que est-ce que vous avez des entre guillemets, des assistants, des conseillers, des gens qui peuvent aussi vous... Non, non, j'en aurai. Je vais en avoir parce que grâce à la vidéoconférence que je n'avais pas utilisée jusqu'à présent. D'accord. Alors oui, là, on va utiliser les moyens, bien sûr. Voilà. Alors, actuellement, dans les Pyrénées-Orientales, il y a un groupe, je dis bien un groupe d'adultes qui ont été séduits par la charte, par la confrérie, et ils se sont découverts plein de puits à nettoyer. Alors, je suis en train de leur apprendre par vidéoconférence comment il faut s'y prendre. Bon, on va mettre le temps qu'il faut pour apprendre. Parce qu'en fin de compte, nettoyer un puits, Nicolas, il n'y a rien de plus simple. Mais il y a une méthode. Alors, j'ai fait plusieurs films que je vous ai envoyés, mais que vous n'avez pas eu le temps de lire et de regarder. C'est que il y a des films sur YouTube. Il y en a plein de films sur YouTube. Mais à tous les films, il y a du bon et du mauvais. Eh bien, quand on regarde 10 films
eh bien, avec les 10 films, on arrive à faire un bon travail. Parce que on prend du bon à un, on prend du bon à l'autre, et ainsi de suite. Parce qu'ils font du bon et du mauvais travail. Non pas que ce soit des gens qui travaillent mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Mais bon, ils essayent. Alors le pire, parce qu'il y a un pire. Alors ceux qui m'écoutent, par pitié, si vous voulez sauver votre puits, surtout ne le pompez pas avec une pompe crapaud. Je ne sais pas comment faire, ni comment leur dire. Arrêtez avec ça. Vous êtes en train de tuer votre puits. Alors comment on le tue? Alors, je vais vous donner une explication à ceux qui font ça. Bon, de bonne foi en plus. C'est qu'ils font ça parce que c'est plus commode. Autrefois, on le faisait avec des seaux. Alors, ils ont trouvé beaucoup plus facile de le faire avec une pompe crapaud. Alors, une pompe crapaud, c'est une pompe qui aspire 80% de boue, en fait, de n'importe quoi, et qui la font remonter à 30 ou 40 mètres. Ça, c'est sûr. Ça fonctionne très bien. Bon, alors, un puits. Alors, écoutez-moi tous bien dans vos oreilles. Écoutez-moi bien. Même les têtus, écoutez-moi. Un puits, c'est une maçonnerie qui pèse plusieurs tonnes. Et elle repose, pas en lévitation, bien sûr, elle repose sur une partie dure. Et tous les puits de la Terre, c'est pareil. Que vous allez dans le monde entier, c'est le même principe. Donc, la maçonnerie du puits repose sur une partie dure. Il y a trois parties dures. Je vais dire des petits secrets même. Il y a trois parties dures. C'est pour sauver les puits, hein. C'est pas pour gagner des sous. C'est pour sauver les puits. Arrêtez de faire ça. Alors, il y a trois parties, non, il y a quatre parties dures. Il y a la roche, de temps en temps. Il y a l'argile, souvent. Il y a la tourbe aussi. Et il y a ce que l'on appelle la marne. Les puits, les veines reposent sur ces quatre parties dures. Donc, il faut arrêter le puits au-dessus de la veine, en englobant la veine, bien sûr, et ensuite on fait les ouvertures. Alors là, les ouvertures, c'est un sacré secret, hein. Bon, vous les voyez peut-être pas parce que vous ne savez pas comment elles sont faites. Et chaque maître puisatier, non pas qu'il avait son secret, bien sûr, pour les faire les ouvertures, mais il y avait des veines. Suivant les veines, on faisait des ouvertures en fonction des veines. Bon, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, la maçonnerie du puits, qui pèse des tonnes, on ne se rend pas compte. Quand vous voyez un puits de 10 mètres avec des pierres en rond de 1,20 m, mais je ne vous dis pas le poids qu'il y a. Alors, quand ils mettent des pompes crapaud, ils ont sorti toute la vase. Alors, dans leur petite tête, ils se disent, peut-être quand on ne se rend pas compte, les êtres humains, c'est ça. Plus on va profond, plus il y a de l'eau, plus on va profond, plus elle est bonne. Ce qui est parfaitement faux. Mais il y a des gens qui vont hurler en disant, mais c'est ce qu'il dit, Isidore, c'est faux. Eh bien, faudra me le prouver, hein. Bon, alors, donc, le puits repose sur une partie dure et avec la pompe crapaud, mais ils augmentent. Ils cherchent à aller plus loin. Alors, il y a des moments, si c'est pas de la roche, c'est possible. Mais à ce moment-là, ils déstabilisent la base du puits. Et oui, parce que en pompant, parce que l'eau désagrège la partie dure et qui devient molle, et la pompe qui est très puissante, elle continue. Et puis l'eau commence à arriver un peu, alors ils ressortent l'eau commence à arriver un peu, il en sort un peu, et passe tout de suite. Mais quelques temps après, eh bien, le puits, mes amis, il descend. Il descend. Il descend pourquoi? Par son propre poids de la gravité. Arrêtez-moi si vous pensez que je dis des bêtises. Écrivez-moi en disant, mais Isidore, vous rêvez. Je voudrais qu'on m'écrive ça. Donc le puits, au bout d'un certain temps, un jour ou 2 jours, eh bien, progressivement, il descend. Et le pire,
c'est qu'il peut se couper en deux, ou même en trois, parce qu'il y a des endroits où il a mal été scellé, eh bien, il y a une partie qui va descendre et l'autre qui va rester en l'air. Alors là, le puits, il est doublement mort. Pourquoi? Parce que toutes les eaux des nappes phréatiques, elles, vont s'infiltrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien tous, un puits est parfaitement étanche. Alors, en cas que vous n'ayez pas bien entendu, je vous le répète, un puits doit être parfaitement étanche à la construction. Quand je dis étanche, c'est étanche. Parce que c'est sine qua non. Dans la mesure où l'eau qui est en bas, c'est l'eau de la, pas de la nappe phréatique, c'est l'eau de la veine. Et si vous mélangez l'eau de la nappe phréatique qui est pourrie, eh bien vous aurez une eau pourrie en bas. Voilà. Voilà. C'est pour ça que la paroi du puits doit être parfaitement étanche. Mettez-vous ça dans la tête. Il y a toujours des ânes ou des imbéciles ou des abrutis qui ne le feront pas. Bien sûr, mais ça c'est comme ça la vie. Mais par contre, ceux qui font pas ça, ils pourrissent l'eau. Parce que l'eau qu'il y a dans le puits, il ne faut pas croire qu'elle reste là, elle continue sa route. Hein. Elle continue sa route, et ceux qui sont en aval de ces puits, eh bien, ils ont fatalement les mauvaises eaux du puits qui est en amont, qui a été massacré. Il faut le savoir, ça. Hein. Et ça, c'est interdit par la loi. Et ceux qui font ça, c'est 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Et oui, mais ça, les gens ne le savent pas. Non, non, mais ça, c'est important de le rappeler, ça. Ils ne le savent pas. Et dans un des prochains épisodes que nous ferons, Isidore, nous reviendrons sur les lois, notamment l'illégalité. Voilà, parce que ça sera important. On reviendra par détail. Sur le détail, le détail, je suis d'accord. Voilà. Donc, patience, chers spectateurs, vous n'aurez pas tout de suite, puisqu'on va faire une série d'émissions. Alors, je ne sais pas combien, c'est en plusieurs dizaines, là. Hein, donc, vous aurez l'occasion de poser des questions et puis d'avoir justement les retours. Voilà, même si on enregistre ça en amont, ce ne sera pas comment dire, du direct quand ce sera diffusé. Ce sera dans les conditions du direct. Néanmoins, Isidore pourra vous répondre quand même, puisqu'on aura eu le recul de tout cela. Et justement, Isidore, pour en revenir sur la confrérie, parce que vous m'avez parlé d'une confrérie et d'une école. Alors, on va d'abord terminer sur la confrérie, pour savoir comment vous comptez l'organiser sur le plan du terrain, des personnes, des structures, avant de parler de l'école. Donc, je vous en prie. Bon, oui, l'école, ça viendra après. Mais bon, il faut y aller petit à petit. On va y aller. Ça n'existe pas. Une fois de plus, je me sens seul, à moins qu'il. Mais s'il y a des gens qui veulent venir vers moi. Vous vous sentiez seul. À partir de maintenant, ça pourrait changer. Voilà, c'est ça. Maintenant, ceux qui veulent venir. Les personnes de bonne volonté, sincères, qui sont désintéressées. Oui, mais on a lu la charte tout à l'heure. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, etc. Quand on met des chartes, c'est pour qu'elles soient respectées. Pas de respect, dehors. C'est un règlement intérieur. Vous rentrez, si vous pensez vous faire du fric et puis voler un patrimoine ancestral, etc., c'est niette. Non, enfin, je dis ça, c'est comme un squat d'une maison. C'est exactement la même chose pour moi. Vous squattez. Si vous squattez chez un magistrat, vous aurez 6 mois ferme. Par contre, si vous squattez chez un papy, mamie, là, vous restez 10 ans, il n'y a pas de problème, apparemment. Là, c'est pareil. C'est sacré. Donc, désintéressé, démarche sincère, vraiment la volonté. Et je sais qu'il y en a parmi ceux qui nous écoutent. Voilà, donc bénévolement aussi, j'imagine. Voilà, c'est un peu comme les modérateurs que je salue qui travaillent aussi bénévolement à mes côtés pour faire vivre les émissions et pour faire en sorte que la chaîne elle tienne. C'est tout ça. Et là, c'est dans le côté du puits. Et je sais que beaucoup voulaient déjà que je fasse des émissions sur l'eau. Là, je pense qu'ils vont être servis parce qu'on va faire sur l'eau. On va parler aussi des autres sujets, mais ça restera toujours en adéquation avec le domaine de l'eau. Et je voudrais donc,
pour la dernière demi-heure qui nous reste de ce premier épisode, qu'on traite donc la confrérie et l'école, ces deux projets. Mais imaginons, vous avez, je sais pas, allez, je vais être très optimiste, vous avez 1000 personnes qui demandent à rejoindre ces confréries. Comment vous comptez vous organiser? Ben, si je réponds que je ne sais pas, c'est parce Mais vous que je pouvez, sais. c'est pas un Euh, crime. Non, parce que ben, le problème, c'est que vous avez l'idée, mais après, il y a peut-être des gens dans le public qui ont oui, déjà oui, bon, participé à eh ce ben, genre de écoute, choses. Voilà. alors, moi, il faut faire de la vidéoconférence. On peut faire de la vidéoconférence à plusieurs. Donc, ce Faisons-le. que vous proposez aux gens concrètement, si j'ai bien compris, puisqu'avant cette émission, vous faisiez des visioconférences avec deux, trois personnes, vous écrivez à Isidore un mail. Si vous n'arrivez pas à le joindre, vous m'envoyez un mail et je transférerai à Isidore sur mon protonmail.com. Hein. Euh, et vous dites, voilà, je serai intéressé euh, pour, euh, pour participer à la confrérie. Isidore vous proposera une visioconférence, vous en discutez. Peut-être que ce sera sous forme d'association loi 1901 ou ce genre de choses, on verra. Mais voilà, c'est important parce qu'en fait, moi, je sers, entre guillemets, d'intermédiaire et d'interface pour que ce projet puisse voir le jour concrètement et réellement. Parce que là, c'est du virtuel, ce qu'on dit. Mais Hein. ça reste pragmatique pour que sur le terrain, ça se concrétise vraiment avec justement peut-être donc une confrérie sous forme d'association et que vous puissiez vous organiser sur toute la France parce qu'il y a des gens partout en France qui sont intéressés. Voilà. On pourrait faire une confrérie pour chaque région au départ, et après, on pourrait le morceler par département. Oui, donc comme des conseils départementaux, mais version puisatier, quoi. C'est Bien mais des sûr, confréries locales avec une forme de confrérie peut-être nationale, j'allais dire comme une fondation, en tout cas comme un siège central qui serait peut-être chez vous, dans le bassin d'Arcachon ou ailleurs, et qui serait un petit peu la centralisation de toutes les antennes c'est ça. départementales françaises, parce qu'il y a aussi les dom-toms. On a failli oublier les dom-toms. Dans les dom-toms, comment on fait si on veut participer? Alors chez eux, c'est compliqué à faire des puits. Ah oui, Mais ils voilà, vont- si vous nous suivez des dom-toms, et je sais que Guadeloupe, Martinique, Polynésie française, Mayotte, etc., ne serait-ce que donner eux, des idées, apporter des suggestions. Voilà. enfin, c'est moi qui le dis, hein. C'est malheureux ce que je veux dire. Mais je pense qu'ils sont condamnés à désanaliser l'eau, Adéquat? à sortir le sel de l'eau. Ah, ouais, dessalé, pardon. Ok. Alors, il y a cette confrérie, donc ça, c'est le premier projet. On va dire que l'ambition, c'est pour le faire commencer pour 2026, déjà le temps de grossir le trait, etc. Donc ça, c'est le premier projet qui est, on va dire, né après la première émission du 8 août, parce que finalement, ça a donné l'impact. Et l'école, alors, imaginons que la confrérie s'organise, fiction politique, parce qu'il faut quand même se projeter. Fiction politique, on a une confrérie avec 1000 adhérents, admettons, avec un siège à Arcachon, chez vous, avec dans chaque département métropolitain quelques dizaines de personnes qui participent à ça, avec Partout dans deux le trois monde. succès. Voilà. Ensuite, vous voulez mettre en place une école des puisatiers. Ah, mais ça, c'est après, ça. Oui, Alors, mais oui, mais l'école de puisatier, quand on aura tous les élèves, parce que faire un puits, c'est rien de compliqué. C'est un travail presque de manœuvre. C'est pourquoi? Parce que tout se fait à la main. Alors, bien sûr, qu'il y a des entreprises qui ont un matériel énorme. Ils ont des tarières qui font presque 2 mètres de diamètre. Ah oui, pour faire des trous, ils font des trous. Ils savent pas trop où, mais ils font des trous. Ensuite, ils mettent des buses avec des appareils de levage et tout ça. On peut le faire comme ça, bien sûr, mais il vaut mieux le faire, à mon avis, il vaut mieux le faire à l'ancienne. Nicolas, je vous parle à vous. Vous voulez faire votre puits. Il faut faire passer un sourcier. Bon. Le sourcier va déterminer un amont et un aval. Il va faire une largeur de la veine.
vous commandez des buses. En fonction, alors, il y a des veines qui ont des débits différents. Mais toutes les veines ont des débits différents, bien sûr. Donc, si vous avez un débit convenable, vous pouvez le faire en 80 de diamètre. Si votre débit est comment dirais-je, pas très important, il faut le faire avec des buses de 120. Alors pourquoi? Parce que le diamètre du puits va servir de réserve. Comme il n'y a pas beaucoup de débit, eh bien, il faut augmenter la réserve. Mais autrefois, on n'avait pas besoin d'eau, comme maintenant, on avait des pompes à main. On avait des pompes à dépression à main. Bon, et comme on a des pompes électriques maintenant, ceux qui essayent de mettre des pompes électriques dans leur puits, ils vident le puits en 10 minutes, un quart d'heure. Alors ils disent, mais dans mon puits, il n'y a pas d'eau. Si, il y a de l'eau, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, c'était comme ça, les familles. Le puits, pendant la nuit, il se régénérait, l'eau remontait au vases communicants, et le lendemain, chacun prenait son seau d'eau, et ainsi de suite. Ça fonctionnait comme ça. Parce qu'on ne peut pas, Nicolas, on ne pourra jamais prendre plus d'eau qu'il en passe dans la veine. Ça n'existe pas. Voilà. Et parce que la différence qu'il y a, c'est que l'eau de la veine, c'est de l'eau potable, tandis que dans la nappe phréatique, où il y a un peu plus d'eau, mais elle est pourrie. C'est-à-dire qu'il va falloir la traiter, c'est-à-dire Mais la c'est ça. filtrer, ainsi de suite. C'est comme D'ailleurs, si vous... c'est ce que font les entreprises qui s'occupent de l'eau. Ils pompent ça un petit peu partout, en espérant que... Parce que les foreurs, ils travaillent sur l'espérance. Ils espèrent qu'ils vont trouver de l'eau. Bon, ils espèrent qu'elle sera la meilleure possible et ils espèrent que leur forage dure le plus longtemps possible. Les puisatiers, c'est tout l'inverse. Ils sont sûrs de trouver de l'eau, même pas beaucoup, mais en fait, de trouver de l'eau. Il sera sûr que l'eau sera buvable, c'est-à-dire potable, et il sera sûr que son puits, il va durer des années, c'est-à-dire qu'il y a même des puits qui datent de 300 ans en France. Prenons le cas de Madame Lacroix, le puits de Faucigny, où j'ai été là-bas pour faire le bilan de ce puits. C'est un puits ancestral qui a 250 ou 300 ans. C'est un puits historique. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là. Il y a des centaines de puits qui sont comme celui-là. Voilà. Donc, faire un puits, il n'y a rien de plus simple. Il faut enfoncer doucement les buses. C'est pas un travail de spécialiste. Quand on l'a fait une fois, on l'a fait 1000 fois. Il faut descendre les buses au fur et à mesure et les étancher au fur et à mesure. Ensuite, quand on arrive en bas, sur la partie dure, il faut calculer avant l'épaisseur de la veine. Eh bien, on fera les ouvertures dans l'épaisseur de la veine. Alors là, ça c'est plus compliqué. Là, il faut pas se tromper. Pourquoi? Parce que si on fait des mauvaises ouvertures, on n'aura pas d'eau. C'est bête à dire, en gros, c'est ça. Donc, il faut faire des bonnes ouvertures. Ça, c'est le plus compliqué. Mais descendre les buses, c'est pas compliqué. Il faut sortir la terre qui est sous les buses, et les buses, par gravité, le descendent. Hein. Et ça fait des tonnes. Donc, ça descend. Et en Afrique, il y a plein de... si vous regardez des YouTube, il y a plein de YouTube qui parlent de ça. Donc, être le puisatier au départ, c'est un métier de manœuvre. Là où il devient un maître, c'est quand il a appris comment il fallait faire les ouvertures pour que l'eau puisse rentrer dans le puits et monter au vase communicant. Alors là, voilà. Alors, ce qui est Donc, assez intéressant, Isidore, de ce que j'ai compris de notre entretien jusqu'à présent, c'est que les premiers retours après la première émission du 8 août que nous avons faite ensemble, c'est surtout pour nettoyer les puits. Donc oui, déjà, j'ai l'impression que
pour les internautes et les gens qui nous écoutent, ce qu'ils cherchent d'abord à faire, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la plupart, c'est déjà de remettre en forme, ou en tout cas de remettre sur pied les puits. Voilà, Réhabiliter leur vie. réhabiliter, tout à fait. Donc déjà, ça, c'est une première démarche. Réhabiliter un puits, déjà, comment ça se nettoie un puits? Qu'est-ce qu'il faut comme outil? Mais alors, mon pauvre, il n'y a rien de plus simple. Et quand je vois le travail, et ils font tout ça avec des pompes crapauds, alors qu'il faut le faire à la main avec des seaux. Attention, alors, le matériel, c'est simple. Il faut une chèvre. Bon, les gens, ils savent pas ce que c'est. Ah oui, parce que je pensais à un l'animal. oui, c'est un appareil de levage ancestral. Ça servait au Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge. Ça a été connu depuis le commencement de l'humanité. Bon, ensuite, quand on a une chèvre, il faut mettre un appareil de levage, c'est-à-dire un treuil qui soit électrique ou à main. Parce qu'il faut qu'il soit électrique et à main. Pourquoi? Parce que quand on descend, il faut être deux. Alors, il y en a un qui reste obligatoire. D'ailleurs, je vous ai écrit tout ça, Nicolas. Mais enfin, vous n'avez pas eu le temps de le dire. C'est normal. J'ai survolé, honnêtement, mais je Oui, oui, reprendrai à tête reposée. De toute voilà. façon, Et dans le cadre alors, des émissions, je le dis aux auditeurs, étant donné qu'on va faire donc cette série d'émissions, euh, Isidore a écrit des ouvrages, je l'ai dit tout à l'heure, qui seront disponibles pour tous, notamment les PDF. Et donc, au fur et à mesure, moi-même, je vais apprendre sur le tas tout ce qu'il faut savoir du monde de l'eau, des puisatiers, etc. Et donc, on fera un petit peu voilà, d'instruction publique, d'instruction populaire pour justement les prochaines émissions, des plans, quitte à faire des plans d'émissions, comme je l'ai fait avec Michel Chanu et d'autres, pour justement s'organiser et répondre au plus près aux questions qui ont été posées, qui seront posées et qui n'ont pas été encore posées. Voilà, on va essayer de prendre de l'avance sur les questions que vous allez nous poser, chers auditeurs, chers spectateurs, après les émissions, parce que c'est en fait c'est une science à la fois très ancienne, qui a été oubliée, qu'on réhabilite et qui est protéiforme. Voilà, c'est en arborescence. Donc, on va essayer d'y aller étape par étape. Voilà. alors il faut, pour celui qui va descendre, il faut qu'il soit initié par quelqu'un qui sache se servir des cordes que se servent les comment dirais-je, à la montagne, on se sert de, Oui, comme en escalade, quoi. des harnais, mais c'est la même chose. Un harnais, il faut qu'il s'habille. Alors, bien sûr, un puisatier, ce serait mieux qu'il soit pompier et qu'il soit dans une association de spéologie, ça y ressemble, et qui ait des notions de montagne. Au départ, parce que ça s'apprend aux autres, évidemment. Mais au moins la personne qui va commencer, il va apprendre aux autres à se brêler. On dit se brêler, c'est-à-dire mettre il faut une tenue d'égoutier, parce que pourquoi des bottes? Une tenue d'égoutier, c'est une combinaison étanche que l'on se met par-dessus ses affaires et à partir de là, on met le harnais de sécurité pour pouvoir descendre et des cordes de montagne pour descendre. Bon, et le tout c'est relié à un appareil de levage. Bon, ensuite, on descend et on est surveillé tout le temps en permanence par celui qui est en haut. Alors, il y a le problème des gaz aussi. Alors, donc, celui qui va descendre, surtout les spéologues, ils connaissent bien le travail, ils vont avoir des appareils spéciaux électroniques qui vont l'avertir s'il y a... Autrefois, ils mettaient des bougies. Ils prenaient un seau, ils mettaient du sable dans le seau, ils mettaient une chandelle qui tenait dans le sable, ils allumaient la chandelle et ils attachaient ça au pied.
et il descendait avec les cordes de l'époque. Et puis celui du haut, il le descendait, et si la chandelle venait à s'éteindre, eh ben, il continuait pas. Bon, mais ils avaient des moyens aussi de soufflerie de l'époque pour régénérer l'air. Actuellement, on peut régénérer l'air avec un appareil pour souffler les feuilles. Il y a des appareils pour souffler les feuilles. Vous mettez une gaine dessus et vous envoyez la gaine en bas du puits et vous mettez le moteur en route pour souffler l'air dans le puits. Voilà. Et quand tout est normal, vous redescendez dans le puits. Alors, bien sûr, il faut vérifier l'étanchéité du puits. Quand vous êtes en bas, eh bien, vous faites descendre des seaux. Alors, c'est des seaux un peu spéciaux. Actuellement, ils sont. Autrefois, c'était des seaux en bois, bien sûr. Et maintenant, c'est des seaux en caoutchouc. Et vous sortez l'eau. Parce que la plupart des puits à réhabiliter, ils n'ont plus d'eau. Pourquoi? Parce que la boue et la vase à remonter, à sécher, et empêche le passage de l'eau. Qui continue, hein. Faut pas croire que l'eau qui passe s'arrête là. Non, non, elle continue. Elle passe à droite, à gauche du fond du puits, mais elle continue sa route, hein, même si elle ne passe plus dans le puits. Parce qu'on n'arrête pas une veine, hein, c'est inarrêtable. Hein. Sinon, vous avez un lac. L'eau continue sa route. Donc, quand vous avez décortiqué toute la vase, vous la mettez dans un seau, et celui du haut, il remonte le seau, et ainsi de suite. Ça s'est fait depuis les Égyptiens à maintenant, ça s'est fait toujours comme ça, à part qu'on me dise le contraire. Moi, je voudrais qu'un spectateur ou quelqu'un me dise, mais non, Isidore, il faisait ça avec une petite cuillère, ou il faisait ça avec, je ne sais rien comment. Mais De toute façon, les auditeurs, les spectateurs ont l'adresse mail, donc quoi qu'il arrive, eh ah ben bien, oui, ils pourront vous écrire, même sur le site internet, il y a le numéro de téléphone, bien par sûr. mail, par téléphone, etc. Donc n'hésitez pas à solliciter les conseils d'Isidore, à regarder aussi le site internet, parce que c'est une source de richesse intellectuelle et d'apprentissage énorme. Le site, j'allais dire, c'est presque une encyclopédie. Donc nous, on va le faire de manière visuelle, virtuelle et pédagogique en complément. Donc je vous invite aussi, après l'émission, à télécharger l'émission. Ça vous permettra de la voir sur votre ordinateur, sur votre disque dur, de pouvoir faire tourner aussi, hein, faire tourner la vidéo, puisque ce sera surtout sur YouTube que ce sera diffusé, et de sensibiliser un petit peu tout le monde à cette science du puisatier, à cet art du puisatier. Pour terminer, Isidore, on résume un petit peu ce qu'on a dit durant cette émission. Donc déjà, il y a eu beaucoup de retours positifs et de questionnements sur la réhabilitation des puits au niveau du nettoyage, comment construire les puits aussi, les déclarations en mairie, les détails, on va dire, techniques et administratifs, les projets de confrérie de puisatiers. On a lu tout à l'heure la charte, les règlements, etc., même l'uniforme, la tunique, etc. Et puis l'école, plus tard. Donc ça, ce sont, on va dire, les projets pour 2026, pour voir large, pour voir loin et pour voir grand. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin pour notamment les prochains épisodes, ce que vous souhaitez apporter à partir de maintenant sur cette série de Isidore le Puisatier, ce que vous avez toujours voulu transmettre et que vous n'avez pas eu l'occasion de faire, peut-être des détails techniques sur le puits, sur le forage. Voilà, dites-nous ce que vous souhaiteriez évoquer dans les prochaines émissions. Ben, il y a aussi les parents qui voient ça. Et puis, les parents, ils ont peut-être des enfants qui ont 14 ans, 15 ans. Alors, avant de travailler, on peut apprendre la technologie, bien sûr. Et progressivement, aller un petit peu loin, un peu plus loin. Et puis, petit à petit, avec moi ou sans moi, les puits, on va tenter de les réhabiliter. Il y a de plus en plus de gens qui le font. Ils le font mal. Bon, parce qu'ils ne savent pas.
On va remettre une lignée et un droit chemin pour donner les connaissances, les bases, les informations pratiques et, j'allais dire, l'esprit critique nécessaire aussi, parce que faut pas foncer tête baissée parce qu'un tel a dit ça, faut peser le pour et le contre. C'est pour ça que le site internet vous permet déjà d'acquérir des connaissances et parce que c'est très bien d'être volontaire, d'être sincère dans sa démarche, d'être désintéressé et de vouloir faire une politique des grands travaux, si je reprends le côté mitterrandien du terme, mais si on le fait n'importe comment, sans avoir les bases, c'est comme si on n'avait rien fait, et c'est même pire que mieux. Donc le Ah but de oui, ces émissions et de cette série d'épisodes, c'est vraiment de dire, voilà, si vous êtes volontaire, gardez cette motivation et cet enthousiasme, mais avec les bonnes connaissances et les bonnes pratiques. Comme ça, on va gagner du temps et vous pourrez transmettre aux futures générations. et je pense à une chose. Un puisatier averti On vous gagne, deux. on peut dire ça même plus, mais on peut dire qu'un bon puisatier gagne largement sa vie. Et je n'ose pas dire ce qui gagne. Bien sûr qu'il gagne beaucoup d'argent. Alors, si Mais on est c'est pas le transparent, but. si on est C'est pas le transparent, but. un bon puisatier, ça peut gagner plus que le SMIC? Non, mais soyons transparents, ça Oui, peut susciter des vocations. Vous savez, oui, il y a par beaucoup de jour. gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, etc., notamment les Pour jeunes qui nettoyer veulent un partir. puits. Alors, Ah, Nicolas, je m'engage un peu là. allez-y. Pour nettoyer un puits, d'après vous, combien de temps il faut pour nettoyer un puits? Un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, pour l'affût du canon. D'accord. Mais il faut 8 heures pour nettoyer un puits. 8 heures. J'allais dire plusieurs heures, ouais. Ouais, 8 heures. On commence à 10 heures et on finit à 18 heures, quoi. On commence un petit peu le matin. Ouais, 8 Il y heures, a c'est une bien. heure de préparation pour mettre le matériel en place. On est deux. Et actuellement, l'association demande entre 1500 et 2000 euros par nettoyage. Ah ouais, ah Voilà. ouais, d'accord. Oui, oui, non, non, ça peut. Mais Et vous faites à peu près, au minimum, vous faites 3 puits par semaine. oui, mais c'est du chiffre d'affaires après ça. Ah, alors, c'est la gestion qui va. C'est pour ça que je vous ai envoyé une lettre spéciale. Je fais une petite parenthèse, mais pour que ça donne une idée, pour que je ne dise pas de bêtises et que je n'incite personne à l'erreur. Grosso modo, admettons 2000 euros par entretien, 3 fois la semaine. Ça fait 6000 sur 4 semaines, admettons, ça fait 24 000 euros de chiffre d'affaires. Vous retirez l'URSSAF, vous retirez les taxes, etc. Admettons que vous reversez, allez, vous reversez, on va être extrême, on va reverser les trois quarts de ce que vous gagnez. Vous vous en tirez quand même avec facilement 3000 euros par mois, si j'ai bien compris, Ah ben largement. largement. Non, mais c'est important parce que personnellement, je n'avais aucune idée de ce pan-là de puisatier parce que comme c'est un métier, c'est une activité. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est le terme métier qui est approprié pour puisatier parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de Non, diplôme, etc. non. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de confusion et justement dans les émissions à venir, en fonction aussi des questions qui nous seront posées, on va mettre un petit peu, on va dépoussiérer un petit peu tout ça pour que ce soit vraiment clair et que ça puisse aussi susciter des vocations parce que le but, c'est pas seulement de réhabiliter, c'est que ça soit pérenne le plus longtemps possible. Si ça a disparu, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des problématiques qui ont amené à sa disparition. Donc, s'il y a des puits abandonnés dans le pays par millions, eh bien, réhabilitons tous les puits de France et de Navarre. Et puis, incitons. Voilà. C'est bonne. Oui, Mais non, mais c'est ambitieux, certes, mais ça 1 fait plus 1 plus 50 1, ans l'effet que colibri. ça fait Voilà. plus de 50 ans que je dis ça. Mais je sais, bah, écoutez, on va essayer de vous donner un coup de main pour que vous ne soyez pas seul et puis que la communication porte au-delà des frontières. Les gens, ils ont de l'or. La plupart Oui, du temps, ils ont de l'or au fond de leur jardin. Et il y a des imbéciles qui les ont bouchés. Bon, ils ont bouché, ils ont mis de la terre dedans pour les boucher parce qu'ils n'ont plus besoin, dans la mesure où ils ont l'eau du robinet. Alors que les puits sont toujours en bon état. Mais il faut les déboucher. Alors cela,
c'est quand même un peu plus cher. Tous les puits qui ont été comblés, disons, là, c'est 2 jours de boulot quand même. Hein. C'est un travail différent. Mais pour les puits qu'ils ont abandonnés tout bêtement, c'est une journée de travail. Alors après, pour les communes, parce que, attention, Nicolas, il y a aussi les communes qui ont des puits. Et puis, bon, à partir de ces puits, c'est compliqué pour les communes. Pourquoi? Parce que la législation les oblige à faire des analyses qui coûtent 800 euros. Hein. Oui, mais encore une fois, Isidore, c'est la problématique qu'on évoquait tout à l'heure sur les politiciens et les lobbies. Les lois sont faites par des gens qui ont aussi des influences de lobbies, de multinationales, d'intérêts capitalistiques, si je puis dire. En tout cas, de gens qui, eux, par contre, eux, ce qui leur intéresse, c'est le fric. Là, l'intérêt, il est très important. Donc, ça, c'est comme pour la santé. Confier sa santé à Pfizer, c'est comme confier son enfant à un pédocriminel. Et bien là, c'est pareil. Confier un puits à un lobbyiste de l'eau, ça revient au même. Et donc forcément, comme les lois sont faites aussi en fonction, et surtout en fonction des intérêts de ces puissants-là, eh bien, c'est pas dans l'intérêt de la loi et de ceux qui la font de laisser libre les puits, parce que si le puits permet l'émancipation ah oui, non mais tout est lié en fait. Hein. Ce qui va gagner pour l'un, ça va gagner pour l'autre. L'eau devrait être gratuite pour tous. C'est pas moi qui le dis, c'était déjà sous Tesla. Et oui, donc déjà, on devient hors la loi quand on veut promouvoir l'eau gratuite et accessible à tous. Parce que une poignée d'oligarques, de mondialistes et de capitalistes ont capté l'eau, l'ont privatisée pour nous la revendre 100 fois son prix. Donc forcément, à partir du moment où là, on fait un acte de résistance énorme en voulant remettre les puits au goût du jour. Parce qu'en fait, ce sont des milliards qu'on leur fait perdre. Et c'est pas dans leur intérêt. Et ils feront tout pour les garder. Donc là, c'est de la résistance pure et simple. Mais ça demande aussi une diffusion maximale et surtout de remettre les connaissances sur le droit chemin. Surtout qu'on est dans une guerre de l'information. Donc il faut être très vigilant. Oui, mais les millions de puits, ils ne sont pas sur la voie publique. Hein. La majorité, ils sont dans les propriétés privées. Alors, c'est quand même un peu. Oui, mais vous voyez, à Faucigny, chez Marie-Françoise, voilà, on se sert de ça pour faire un projet autoroutier. Voilà, pour dire, bon, il y a des barrages, il y a des autoroutes, c'est pour aller plus vite, c'est pour faire gagner du temps. On trouve trop les prétextes. C'est comme pour le numérique. Au lieu d'avoir des gens physiquement dans les services publics, on laisse crever les services publics pour dire aux gens, utilisez Internet ou crevez. C'est exactement pareil. On dit aux gens, n'utilisez plus l'argent liquide, on va vous taxer sur les retraits en espèces, comme ça vous utiliserez l'euro numérique que vous le vouliez ou non. C'est une forme de dictature invisible en réalité. Dès lors où on vous laisse plus le choix, on vous impose quelque chose, on ne peut pas parler de démocratie. Et quand il s'agit de l'eau, moi j'avais déjà entendu que c'était l'or bleu et que ce serait la prochaine guerre. Et ça a été lancé par Davos aux alentours des années 2020, il y a 3-4 ans, hein, facile. Donc, les épisodes que nous faisons sont un moyen de passer comme ça, entre les mailles du filet. Voilà. Alors, je vous en prie. La réflexion de la réhabilitation d'un puits, c'est un investissement. Et ensuite, c'est comme les oreilles et les pieds, il faut le nettoyer tous les 2 ou 3 ans. J'aime bien l'image. Très bien. Voilà. Écoutez, Isidore, en tout cas, merci pour ce premier épisode de la série Isidore le Puisatier. J'aime beaucoup. Ça fait très champêtre, c'est très sympa. Donc déjà, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir pour ce premier épisode. Donc le prochain épisode dans quelques jours, la semaine prochaine probablement, pour la deuxième étape avec d'autres thématiques autour du puits. N'hésitez pas à poser vos questions, à contacter Isidore. Il y a le mail, il y a le site internet. Vous pouvez aussi passer par moi à la rigueur. En m'envoyant un mail sur nicolasbouvier24@protonmail.com. C'est ma nouvelle adresse mail. Ça permet de faire les transferts aux uns et aux autres. Merci beaucoup Isidore.
À très vite et bonne soirée à tous.